Turquie-Russie. L'affrontement entre les deux puissances est inévitable. Voilà pourquoi. Il y a entre les deux pays une rivalité historique. On assiste au retour au devant de la scène des deux. Deux puissances aux ambitions impériales. Deux empires déchus, mais toujours en quête de grandeur. Deux candidats pour occuper ce vide géopolitique laissé par l'effondrement de l'URSS en 1993. Leur rivalité n'est pas nouvelle, mais à mon sens, cette rivalité s'annonce aujourd'hui plus inévitable que jamais. Derrière les sourires diplomatiques et les accords commerciaux se cache une lutte de fond. L'influence sur les mers, le contrôle des routes énergétiques et le rôle grandissant dans l'espace eurasiatique. Pour l'instant, ces deux puissances sont amies. Mais pour combien de temps? Vous êtes avec Patrick François, licencié en sciences politiques et en relations internationales. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cocher la cloche de notification afin d'être informé de nos contenus. Likez la vidéo et partagez-la. Parce que comprendre cette rivalité, c'est anticiper les prochains basculements du monde post-ukrainien. Voici une analyse géostratégique pour les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. Culture. Histoire. Géographie. Société. Technologie. Sport. Écologie. Relations internationales. Géostratégie. Communication politique. Les clés du monde sont partout. Les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde. De quel affrontement parle-t-on? Ou plutôt, de quel genre d'affrontement? Il ne s'agit pas forcément d'un conflit armé direct entre Moscou et Ankara. Non, pas forcément. Quand on parle d'affrontement, on se réfère plutôt à une confrontation de stratégies d'influence. On parle de soft power à volonté, de coups bas, de jeux de manipulation stratégique. Pour l'instant, la réalité est la suivante. Les deux nations s'opposent, coopèrent, puis s'opposent à nouveau, dans un équilibre instable, fait de méfiance et d'intérêts croisés. Par exemple, en Syrie, elles soutiennent des camps différents. En Libye, elles se disputent l'accès énergétique. Dans le Caucase, la Turquie soutient l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, longtemps alliée de Moscou. Même si cette relation entre Erevan et Moscou n'est pas en meilleure posture que celle entre Bakou et Moscou à l'heure où l'on parle. Et désormais, il y a une rivalité de facto dans la mer Noire qu'il faut surveiller. La mer Noire qui est le cœur des ambitions géostratégiques des deux États. Pour comprendre ces ambitions, il faut analyser la stratégie russe. La stratégie russe est de sécuriser le plafond sud. L'objectif russe est constant depuis Pierre le Grand. Quel est donc cet objectif? Accéder aux mers chaudes et protéger sa profondeur stratégique. Moscou cherche à bâtir un corridor géostratégique ininterrompu, reliant le Donbass et les oblasts de Lugansk et Donetsk, la mer d'Azov et la Crimée, annexée en 2014, le détroit de Kertch, puis la mer Noire, l'ultime marche avant la Méditerranée. Ce corridor sud permet 3 choses à la Russie. 1. Relier ses bases militaires, celle de Sébastopol à celle de Tartous, en Syrie. 2. Sécuriser ses flux énergétiques. Le gaz, le pétrole, acheminé partout dans le monde. Et enfin, atteindre sa base navale de Sébastopol, qui est la capitale symbolique de la flotte de la mer Noire.
L'objectif final est de maintenir une présence militaire constante dans la Méditerranée via la base syrienne de Tartous. Pour y arriver, ces intérêts vont nécessairement se télescoper avec ceux de la Turquie. C'est le choc des profondeurs. La Turquie est donc sa rivale naturelle. Pour comprendre cette rivalité, il faut étudier la stratégie turque. Face à ses ambitions russes, la Turquie développe sa propre profondeur stratégique. Nous avons parlé dans une émission précédente d'Ahmet Davutoglu, son ancien ministre des Affaires étrangères et ancien Premier ministre. Selon cette thèse, la profondeur stratégique de la Turquie va jusqu'aux anciennes frontières de l'Empire ottoman et doit conduire la Turquie à devenir le leader de l'islam global. Cette profondeur vise, elle aussi, à étendre son influence du Caucase à l'Afrique du Nord, de la mer Noire à la mer Méditerranée orientale. Mais justement, cette sphère d'expansion se superpose et se heurte à celle de la Russie. Alors que la Russie cherche à descendre vers le sud, la Turquie, elle, cherche à monter vers le nord et à renforcer son rôle de pivot énergétique et maritime. La confrontation devient donc inévitable autour d'un point clé. Quel est ce point clé? Eh bien, les détroits turcs du Bosphore et des Dardanelles, passage obligé entre la mer Noire et la Méditerranée. Donc, les deux sphères d'influence, russe et turque, se chevauchent. Elles se caressent parfois. Elles se cognent entre elles souvent. Naît alors une rivalité tacite qui risque de se convertir en choc frontal autour des détroits du Bosphore et des Dardanelles. C'est très simple. Pour la Russie, les détroits turcs représentent la seule voie maritime vers la Méditerranée, essentielle pour ses ambitions syriennes ou africaines. Le Bosphore et les Dardanelles sont donc vitaux, autant économiquement que militairement pour Moscou. Alors, je vous donne quelques chiffres clés. En 2021, plus de 41 000 navires ont emprunté ces détroits, dont près de 10% battant pavillon russe. La Russie exporte via ce passage près de 30% de son pétrole destiné à l'Europe et à l'Afrique. En février 2022, Ankara a d'ailleurs fermé le passage à la flotte russe après l'invasion de l'Ukraine, invoquant la Convention de Montreux datant de 1936. On va en parler. Soit un geste discret mais hautement symbolique. La Turquie peut donc asphyxier l'accès maritime russe si elle le décide. Et si elle le fait, elle peut provoquer un casus belli de facto. La Convention de Montreux de 1936, un pilier du droit maritime international. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une convention signée le 20 juillet 1936 par 9 États. La Turquie, l'URSS de l'époque, le Royaume-Uni, la France, la Grèce, le Japon, la Roumanie, la Bulgarie et la Yougoslavie. Elle donne à la Turquie le droit de contrôler le passage des navires civils et militaires dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles, reliant la mer Noire à la Méditerranée, soit un passage fondamental dans le commerce mondial, soit une arme diplomatique majeure pour la Turquie. La Convention rend à la Turquie le contrôle total des détroits, tout en l'obligeant à respecter la liberté de navigation commerciale. Ankara peut désormais fortifier les détroits, ce qu'il ne pouvait pas faire avant 1936. Le traité prévoit deux régimes différents, suivant qu'on soit en temps de paix ou alors en temps de guerre. En temps de paix, tous les navires marchands peuvent circuler librement, de jour comme de nuit, dans les détroits. Les pays riverains de la mer Noire, comme la Russie, la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie,
peuvent y faire passer leurs navires militaires avec quelques restrictions quand même. Les pays non riverains sont limités en tonnage et en durée de séjour en mer Noire, 21 jours maximum. En temps de guerre, la Turquie peut restreindre ou tout simplement interdire le passage des navires marchands si elle est belligérante ou si elle se sent menacée. La Turquie peut interdire tout passage en temps de guerre. Si la Turquie est neutre, les navires de guerre des belligérants ne peuvent pas passer. Si la Turquie est en guerre, elle contrôle totalement les détroits. C'est ce qu'elle a fait en 2022, lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine. Mais justement, en parlant de temps de guerre, parlons du double jeu de la Turquie. La Turquie est membre de l'OTAN depuis 1952. Elle est donc couverte par l'article 5, qui dit qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Mais en cas de tension directe avec la Russie, cette clause serait politiquement explosive. L'OTAN pourrait difficilement entrer en guerre ouverte avec la Russie pour défendre une initiative turque jugée trop indépendante et qui serait en quelque sorte contraire à la propre profondeur stratégique de l'OTAN. Or, l'article 5 est formel. Si la Turquie est attaquée par la Russie, l'OTAN est redevable d'une contraction. Alors Erdogan joue habilement la carte du double équilibre. À la fois, il est l'allié de l'OTAN, mais partenaire économique de Moscou, parce qu'elle achète du gaz aux Russes et des systèmes antimissiles S-400. Le contrat entre la Turquie et la Russie pour l'achat des S-400 est estimé à environ 2,5 milliards de dollars. Ils sont donc des partenaires de commerce. Le tourisme russe est essentiel à l'économie turque. En 2017, plus de 7 millions de touristes russes ont visité la Turquie, ce qui représentait 15,6% du flux total des touristes étrangers pour cette année. En 2024, la Turquie a accueilli environ 6,7 millions de touristes russes. En 2024, les revenus du tourisme pour la Turquie ont été estimés à 61,1 milliards de dollars, soit une part énorme de l'économie turque. Résultat, nous sommes dans un jeu d'ambiguïté permanente entre la Turquie et la Russie. Ou plutôt, de la Turquie par rapport à la Russie. La Turquie reste dans l'alliance, mais agit souvent comme une puissance autonome, cherchant à s'imposer comme médiateur du contrepoids au niveau régional. La rivalité russo-turque structure aujourd'hui une grande partie des équilibres eurasiatiques. De cette rivalité dépend le sort, par exemple, du Caucase, de la mer Noire et de la Méditerranée orientale. À terme, il y a deux scénarios possibles. Soit on débouche sur une coopération pragmatique où chacun protège ses intérêts, soit on tourne vers une rivalité ouverte, un bras de fer d'influence comparable à une guerre froide régionale. Guerre froide qui peut à tout moment se réchauffer. De la Crimée au Bosphore, du Dniepr à Tartous, la Turquie et la Russie rejouent l'histoire d'une rivalité séculaire, celle de deux empires cherchant à contrôler la même mer, la même énergie et le même récit de puissance. Comprendre leurs ambitions, c'est anticiper les fractures futures de l'ordre mondial. Car au-delà des missiles et des détroits, ce sont deux visions du monde, autoritaires, nationalistes et post-occidentales, qui s'affrontent. Comprendre ce duel, c'est lire les fractures futures de l'ordre mondial. C'était Patrick François, licencié en sciences politiques et en relations internationales. Abonnez-vous pour continuer à décortiquer l'actualité géopolitique.
C'était un dossier pour les clés du monde. Les clés du monde. Les clés du monde.